850 Pierre Bertrand. En ce moment, chez Armoire PMM, votre cuisine complète pour 14 995 $. Caisson. Aucun dépôt, pas de paiement avant 7 mois et financement sur 15 ans. ArmoirePMM.com. Envie d'avoir du fun et partir à l'aventure cet été? Vidam a ce qu'il te faut. Vidam a en inventaire ton nouveau VTT ou côte à côte CF Moto qui te fera vivre les meilleures sensations. Viens choisir ton modèle et profite en ce moment d'un rabais allant jusqu'à 1850 $ ainsi qu'un financement avantageux. À voir absolument aussi notre nouvelle gamme de motos CF Moto. Parce que l'aventure commence chez Vidam. Rendez-vous chez Vidam ou sur vidam.ca. Vidam, c'est la référence des produits CF Moto et Suzuki sur la Rive-Sud. Pièce d'auto économique est toujours de 30 à 35% moins cher que la compétition et baisse encore ses prix. Jusqu'au 29 avril, nous offrons un rabais de 15% sur les disques de frein de qualité supérieure Genius. De plus, nous offrons un méga rabais de 25% sur les essuie-glaces Rain-X Quantum. Et nous sommes maintenant fiers distributeurs des produits Silver Wax que nous vous offrons à 15% de rabais pour tout le mois d'avril. Pièce d'auto économique, c'est 8 magasins et un site transactionnel, livraison gratuite et produits d'entretien offerts avec les commandes de 150 $ et plus. Pièceéconomique.com. Choix. 98. Radio X. À Québec. C'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Radio X Files avec Christian Page et Camille. Radio X. Des fragments de bronze encrassés de calcaire, portant des restes de rouages. Retrouvée au large de l'île grecque d'Anticythère, la machine du même nom est longtemps restée un mystère. De quoi inspirer les chercheurs et ce professeur de collège. Voilà plusieurs années qu'il reproduit patiemment ce que l'on peut considérer comme le premier calculateur analogique, en somme un ordinateur vieux de 23 siècles. Il suffit de placer l'aiguille sur une date d'éclipse connue, sur un calendrier qui est ici, de tourner ensuite la machine, donc de la faire calculer, et d'arrêter de tourner quand nous avons les phases de la Lune, c'est-à-dire la pleine Lune face à l'aiguille du Soleil, et ensuite il suffit de lire la date de l'éclipse, le mois et le jour. Ce qui est fascinant, c'est qu'au départ, on ne savait pas si ça fonctionnerait par rapport à ce qui a été retrouvé, et petit à petit, on se rend compte de l'avancée des travaux des Grecs. Pris dans les 36 engrenages de sa machine, il a contacté plusieurs scientifiques. L'un anglais, l'autre grec. Ils lui ont donné le peu de documents permettant de reconstituer le mécanisme. Puis c'est avec ses élèves de 3e qu'il a créé cette machine, l'une des rares au monde à fonctionner. Son inventeur est sans doute Archimède, mais sa fonction initiale reste une énigme. C'est peut-être la demande d'un richissime grec de l'époque qui voulait effectivement le dernier cri à l'époque du smartphone, si on peut faire une comparaison. À l'origine, la machine se composait aussi d'un planétarium. Éric Robuchon s'est mis en tête de le reconstituer avec une complication. À l'époque, les Grecs pensaient que les planètes tournaient non pas autour du Soleil, mais de la Terre. Ce soir, c'est un sujet qui m'intéresse énormément et Christian, mon cher Christian Page, je n'ai que des points d'interrogation. Les artefacts anachroniques, j'en ai entendu un peu parler, mais honnêtement, pour moi, c'est de l'inconnu, des objets hors de leur temps. Est-ce que c'est parce qu'on a été précurseur de technologie ou juste des choses qui, historiquement parlant, ne font aucun sens? Ou bien, puis tu as tout à fait raison, d'ailleurs, bonsoir Camille. Bonsoir. Content de voir que le sujet t'intéresse. Oui, vraiment. C'est un sujet que j'avais déjà fait l'an dernier, j'en avais fait un truc avec Marceau, mais il y en a tellement des objets qui sont anachroniques qu'on pourrait faire une saison complète uniquement à parler de ça. Et j'ai vu que ça a vraiment intéressé les auditeurs sur notre page Facebook parce que, encore une fois, ce soir, on a une référence et un support visuel sur notre page.
Voilà, parce que puisqu'on parle de ces artefacts, là, on va revenir sur la définition que l'on donne à ces artefacts hors temps et hors lieu. J'en ai mis 6, on va essayer parce que bon, on est toujours à court de temps, là, oui, donc j'en ai mis 6 que j'ai numéroté. On va essayer de suivre cet ordre-là pour donner un peu une idée aux gens qui ont accès à Internet à partir de là où ils écoutent l'émission. S'ils ont accès à Internet, ils pourront voir donc ces photographies, ils pourront savoir un peu de quel artefact on parle, mais je vais quand même en donner une bonne description, là. Même les gens qui ne peuvent pas voir les images sauront un peu de quoi on parle. Et la définition que l'on donne de ces artefacts hors temps ou hors lieu, ce sont des objets qui viennent briser un peu la ligne du temps ou la ligne du lieu. Hein, par exemple, trouver un objet dont on a entendu au tout début de l'émission, tu as fait jouer un clip qui vient des Nouvelles Françaises où un professeur en seconde a produit pour ses étudiants une réplique de l'objet denticitaire. On va en parler parce que c'est un des grands objets de ces qu'on dit hors temps, hors lieu, c'est le mécanisme denticitaire. Et c'est donc un objet qui arrive dans l'histoire. Dans certains cas, on ne connaît pas la source de l'objet. Parfois, l'objet est douteux, hein, on pourrait même dire frauduleux. Okay. Et à d'autres moments, on est certain que l'objet, il est authentique, mais on ne sait pas trop quelle était son utilité. Et dans d'autres cas, ce sont des objets qui surprennent tout simplement parce que les historiens ou les archéologues sont comme confrontés à quelque chose dont on ne croyait pas à l'existence avant d'avoir l'objet en main. Et ce sont donc tous ces objets-là où vraiment la frontière entre la fraude, la manipulation, la réinterprétation et l'authenticité, elle est souvent très, très floue. Donc déjà dans la première émission que j'avais fait avec Yannick Marceau, on avait choisi 5 ou 6 objets, comme je l'ai fait encore ce soir. Ce sont des objets qui, en fonction de la littérature consultée, pour les uns, c'est des objets qui viennent de l'Atlantide, pour d'autres, c'est des objets de nature extraterrestre. On ratisse vraiment très large. Et c'est vrai que certains de ces objets qui sont quand même très mystérieux et qui fait que les historiens, les archéologues se creusent un peu la tête. Mon objet favori dans notre liste de ce soir, c'est notre objet numéro 1, okay, dont on a entendu ce petit extrait, donc qui est l'objet ou le mécanisme denticitaire. Je te cacherai pas que j'en ai une copie à la maison. Oh oui, t'as une réplique. Oui, une réplique grandeur nature de l'objet denticitaire. C'est un objet que je trouve fascinant. Donc, pour savoir un peu l'histoire de l'objet, on est en 1901, on est au large de l'île denticitaire, en mer Égée, et il y a des plongeurs d'éponges qui plongent en apnée pour aller récupérer des éponges, et en plongeant, ils vont trouver l'épave d'un navire grec. Bon, on est en 1901, ils vont rapporter avoir vu l'épave, et là, évidemment, des archéologues vont se rendre sur place. Tu comprends qu'on est en 1901, on est longtemps avant l'invention du scaphandre. L'objet le navire est pas très profond, hein, il est à quelques dizaines de mètres de profondeur. Là, quand je dis dizaines de mètres, on parle à peu près 60 mètres de profondeur. Des plongeurs en apnée qui sont très aguerris peuvent descendre à cette profondeur-là, mais tu comprends, ils descendent puis ils remontent. T'sais. C'est vrai que des plongeurs d'éponge qui détiennent des records de respiration, là, de respiration, de retenue de souffle en apnée qui vont jusqu'à 5 ou 6 minutes. Hein, c'est quand même énorme, là, retenir ton souffle pendant 6 minutes. Mais bon, c'était avant l'invention des scaphandres autonomes, là, les fameux costumes de plongée sous-marine qu'on connaît bien aujourd'hui, qui ont été inventés par le commandant Cousteau il y a dans les années 50, fin des années 40, début des années 50. Mais avant ça, il faut comprendre que descendre sous l'eau, c'était assez compliqué. On avait des scaphandres, un peu comme on voit dans les vieux épisodes de Tintin, là, Tintin, le trésor de Rackham le Rouge, là, un scaphandre rigide, et puis évidemment il y avait des gens sur le pont avec une pompe qui envoyait de l'air, donc on envoyait le plongeur avait des bottines avec des lamelles en acier, là, en plomb pour pouvoir l'amener jusqu'au fond. Donc on a commencé à explorer l'épave et déjà en 1901, on avait une cartographie assez complète des objets qui étaient à l'intérieur. Il faut que tu saches que cette épave, aujourd'hui, elle est l'une des épaves les plus protégées au monde. Hein? On n'a pas
complètement récupérer des objets qui sont à l'intérieur. Évidemment, ça demande énormément de précautions pour sortir les objets qui sont dans l'épave. Mais toi et moi, je peux t'assurer que si on va au large de l'île d'Anticythère et on plonge sur l'épave, c'est pas long que les gardes-côtes vont venir nous accoster. Ah, ils viennent nous repêcher comme une machine à toutou avec une grosse pince. Voilà, c'est ça. Donc c'est une épave qui est excessivement protégée. Et donc, déjà, en 1901, on avait un répertoire d'objets qui avaient été localisés, observés. On en avait dessiné les plans un peu, où se trouvait tel objet ou tel autre objet. Bon, il y avait évidemment des amphores, toutes sortes d'objets qui contenaient des huiles. Et puis en 1903, donc on va localiser un petit objet en 1901. Il fait partie de la cargaison. Ça semble être une boîte en bois. On le décrit un peu comme ça, boîte en bois. Et l'objet en question, il est perçu il fait déjà partie de l'inventaire en 1901. Il va être remonté à la surface en 1903. Et lorsqu'il est remonté à la surface, on voit bien que c'est une boîte en bois. Évidemment, il faut te dire que l'épave date de quelques siècles avant le Christ. Là, on parle à peu près le 2e siècle avant le Christ. Donc, c'est une épave qui a 2000 ans, là. Une épave grecque de 2000 ans. Et donc, on remonte cette petite boîte. Évidemment, il ne reste que quelques fragments du bois qui a été rongé par l'eau et tout le reste. Et l'objet lui-même est enveloppé dans une sorte de gangue de terre, de boue, et puis on sait pas trop ce que c'est. Donc on le met de côté, objet de culte, on sait pas trop quoi. Donc on le met. C'est pas un objet intéressant. Vu à première vue comme ça, c'est pas un objet intéressant. On préfère, évidemment, on espère trouver des objets avec d'une grande valeur, soit de l'or, de l'argent, ou des objets très significatifs de cette époque, le 2e siècle avant le Christ, qui était et les marchandises qui transitaient à travers les Grecs vers d'autres destinations en mer Égée, soit avec les Italiens ou d'autres sociétés, les Égyptiens. Mais bon, c'était vraiment ce travail-là, même si les Égyptiens à l'époque ça avait été conquis par la Grèce et Rome par la suite. Là, mais c'était, on avait du trafic et ça nous permettait de voir, parce que là ici on était vraiment en présence de navires qui faisaient du trafic marchand. Donc ça permettait de voir un peu avec qui les Grecs transitaient et avec qui ils pouvaient faire du commerce. Et donc, ce petit objet un peu étrange, il est mis dans les caves du musée de Athènes parce que on sait pas trop ce que c'est. Il semble y avoir des morceaux de métal qui ressortent un peu de cette boue, de cette enveloppe qui l'entoure, mais bon, on met ça de côté. Et puis, il faut attendre vraiment dans les années 50, 60, on se décide de prendre cet objet-là pour essayer de l'analyser davantage et on va le soumettre au rayon X pour voir à l'intérieur qu'est-ce qu'il contient. Et là, c'est renversant. On découvre qu'à l'intérieur de l'objet, il y a des roues dentelées en des mécanismes différentiels, comme on en retrouve dans des horloges ou des montres, mais on croyait à ce moment-là que les mécanismes différentiels avaient été inventés dans la 2e moitié du Moyen Âge, aux alentours du 15e ou 16e siècle, notamment Dubrovnik, et ensuite ça a été repris en Suisse. Donc, des grands mécanismes d'horlogerie, ça pour les historiens, les archéologues, ça apparaissait quelque part là au 15e siècle. Et retrouver des mécanismes différentiels, donc des roues dentelées qui s'emboîtent les unes dans les autres pour former un véritable mécanisme. Comme un engrenage, c'est ça? Oui, ce sont des roues avec des engrenages. Et là, on se dit, c'est vraiment incroyable. On sait que dans la Rome antique et dans la Grèce antique, on avait des automates. On peut penser que c'est nouveau, là, mais non, on avait des automates. Mais c'était excessivement simple. C'était comme de l'eau qui tombait sur un poids, et le poids, une fois qu'il était plein, tirait sur une corne, puis on avait comme un bonhomme qui était en métal, puis là, il levait le bras. Tu vois? Mais c'était des automates. C'était donc entre guillemets des machines. On avait même des cages avec des oiseaux qui piallaient, là. Mais c'était des mécanismes très, très, très simples. Il y en avait beaucoup. Mais l'idée d'un système avec des roues et un engrenage, là, écoute, ça dépassait l'entendement. Et puis en fouillant dans la littérature, on a vu que
dans la littérature chez les Grecs anciens, à quelques reprises, des auteurs, des chroniqueurs de l'époque avaient parlé de machines très complexes qui semblaient marquer la marche des étoiles. Mais ça semblait des récits un peu fantastiques et imaginaires. On n'aurait pas... À cette époque-là, les historiens, les archéologues n'auraient pas imaginé qu'un mécanisme aussi complexe ait pu être inventé il y a 2000 ans. Et rien que pour te montrer à quel point c'était invraisemblable que plusieurs historiens à l'époque, là, on parle toujours des années 50, 60, quand on a commencé à dire il y a des mécanismes avec des roues, des engrenages, etc., un système différentiel, il y avait tellement une résistance dans le milieu de l'archéologie et de l'histoire qu'on s'est mis à penser que c'était peut-être quelqu'un qui, au Moyen Âge, avait passé par cet endroit-là et avait laissé tomber une horloge. Et l'horloge, par un concours de circonstances, était tombée directement sur l'épave. Et c'est comme ça, donc, on se dit, les plongeurs, quand ils ont trouvé l'objet, en fait, l'objet est un anachronisme parce qu'il ne devrait pas être dans l'épave. Ouais. Il date du Moyen-Âge et c'est vraiment par hasard que quelqu'un a jeté ou a perdu cet objet-là par-dessus bord d'un bateau et il est tombé. À ce moment-là, évidemment, on ne savait pas que l'épave était en dessous et l'objet est tombé sur l'épave. Ça te montre à quel point on imaginait des scénarios pour essayer d'expliquer quelle était la présence de cet objet aussi extraordinaire sur cette épave grecque. On aime croire à la chance sur je sais pas combien de millions de gagnants à la loterie. Alors ça, c'est un méchant concours de circonstances. Quelqu'un qui est au bon endroit, au bon moment, fait trébucher de quoi dans une épave qui est beaucoup plus vieille que l'objet en question. Mais là, on s'en parle. En question. Donc là, on est réellement dans un objet qui, techniquement, pour l'époque, est un objet anachronique. Hein? Bon, les évaluations de l'épave oscillent quelque part entre 80 avant Jésus-Christ et 150 avant Jésus-Christ. Là. On donne, mais la date la plus certaine est aux alentours de 90 avant Jésus-Christ. Mais là, on en parle en 2023, puis entre toi puis moi, Christian, là, il y a c'est juste entre nous autres, là. Ouais. On a fait dater là les objets qu'on a retrouvés. Oui. Oui, c'est ça. Donc, les dates médianes, c'est à peu près entre, comme je t'ai mentionné, on est entre 80 et 150 avant Jésus-Christ, mais la date médiane, la plus vraisemblable, c'est de situer l'épave, le naufrage de l'épave, aux alentours de l'an 87-88 avant Jésus-Christ. Okay. Donc, ça, c'est la date médiane. Et à cette époque, il n'y a pas d'objet qui ressemble, on n'a jamais trouvé d'objet qui ressemble à ça, on n'en a jamais trouvé d'autres non plus, hein, c'est un objet qui est unique. Maintenant, au moment où on se parle, en 2023 d'ailleurs, il y a quelques semaines à peine, il y a encore des articles qui ont été publiés à propos de l'objet d'Anticythère. D'ailleurs, hein, l'objet d'Anticythère, du nom de l'île où l'épave se trouve, l'objet est demeuré dans les caves du musée d'Athènes très longtemps parce que les responsables du musée refusaient de le mettre en vitrine, disant que ça faisait pas partie, c'était pas un objet de l'Antiquité. Hein, on allait tellement loin, on refusait, on se disait non, c'est un objet du Moyen-Âge, ça n'a pas sa place dans les vitrines du musée qui se consacrent à l'Antiquité grecque, donc ça n'a pas sa place ici. Donc l'objet est resté très longtemps dans les caves du musée jusque dans les années 60, où là on a bel et bien réalisé que l'objet il était authentique, il datait bel et bien de l'époque qu'il avait été daté, donc à peu près un siècle avant le Christ, et l'objet, effectivement, contenait ces mécanismes différentiels, ce qui nous montre que déjà les Grecs, à quelques architectes mécaniciens, là, appelons-les comme ça, de l'époque de la Grèce antique, avaient pensé à des mécanismes semblables. Et pourquoi on en a reparlé il y a quelques semaines à peine, c'est que maintenant on n'a aucun doute, l'objet d'Anticythère, il est authentique. C'est bel et bien un objet de l'Antiquité. Oui, il a été fabriqué par des Grecs. On se dit, c'est sûrement un des grands penseurs là, de la Grèce antique qui a imaginé un truc comme ça, là, Aristote ou d'autres, là, qui ont pensé à des mécanismes aussi complexes que ceux-là. On se pose encore la question, à quoi devait servir l'objet? Ce que l'on sait, grâce à la photographie, les radiographies, le rayon X, maintenant on sait comment est fait l'objet à l'intérieur, donc on a pu reproduire les mécanismes qui s'emboîtent les uns dans les autres, et un peu comme on l'entendait dans le reportage.
il est clair que cet objet-là est un mécanisme qui servait à marquer le mouvement des planètes et des étoiles. Il était probablement un mécanisme qu'on devait utiliser pour la navigation, une espèce d'astrolabe. La grande problématique donc pas étonnant qu'on le retrouve sur un bateau. La problématique, évidemment, pour bien comprendre la mécanique, c'est qu'il faut savoir que et on le dit dans le reportage qu'on a entendu en début, à l'époque, les Grecs avaient compris qu'il y avait la Terre était pas héliocentrique, là. C'est-à-dire, c'est pas vrai. Ils croyaient que la Terre était héliocentrique, mais on avait compris qu'il y avait un mouvement dans les étoiles. Sauf que, dans cette vision, c'était la vision héliocentriste, c'est-à-dire que la Terre est au centre de l'univers et c'est l'univers qui se meut autour de la Terre. Donc, et on sait que ce modèle-là est pas bon, là, mais bon, à l'époque, on croyait que ce modèle-là était le bon, parce que c'est vrai que, du point de vue de l'observation, t'as jamais l'impression que toi tu bouges, hein, tu comprends? On n'a pas l'impression que la Terre elle tourne, et pourtant on voit bien le moulé, on voit bien que la Lune traverse le ciel, le Soleil aussi, on voit ces mécanismes-là. Donc la mécanique céleste était connue, mais pour l'expliquer, on croyait que c'était la Terre qui était au centre et que les étoiles et les planètes tournaient autour. Donc évidemment, ça faussait les données, d'où le fait que même ces astrolabes ou ces mécanismes, même s'ils étaient précis et fonctionnaient bien, comme la prémisse de départ était faussée, ben évidemment, il n'arrivait jamais à des calculs précis. Hein, il se disait, pourquoi le mois passé ça fonctionnait, puis là ça fonctionne plus ce mois-ci? Parce que effectivement, les étoiles ou les planètes n'ont pas la même position dans le ciel, non pas parce qu'ils tournent autour de la Terre, mais parce qu'elles tournent autour du Soleil, tu comprends? Galilée fait dire merci de le valider. Ça n'a pas été facile, lui. Non, ça n'a pas été facile. Donc, on voit, et cet objet-là, il est fabuleux. Moi, j'ai eu la chance de le voir, le vrai, au musée d'Athènes, et il est comme brisé en trois. Donc, on a trois parties de l'objet. Le mécanisme principal est au centre. De chaque côté, c'est comme des plateformes. On suppose qu'il était composé de plusieurs, un peu comme un sandwich. Hein. Il devait y avoir plusieurs tranches, et entre les tranches, il y avait ces fameux mécanismes différentiels, ces engrenages qui faisait tourner des cadrans à la surface qui permettaient de déterminer la position des étoiles, etc., les dates de l'année, les solstices, les éclipses. Mais encore une fois, il y a une incertitude autour de ça. Donc, les chercheurs continuent de travailler autour de ça pour bien comprendre le mécanisme denticitaire. Il y a quelques semaines, c'était encore une fois, on avait comme des chercheurs sont arrivés avec une nouvelle hypothèse, disant voilà, on pense que le mécanisme devait d'abord fonctionner pour essayer de déterminer la position du Soleil et de la Lune pour marquer les éclipses. Mais c'est clair que c'est un mécanisme qui devait servir à noter la marche des étoiles, des planètes et autres. Mais exactement à quoi il devait servir, ça reste encore une énigme. C'est vraiment un objet exceptionnel, cet objet denticitaire. Et même s'il est unique, il nous montre bien que dans l'Antiquité, il y a 2000 ans, on avait quand même des connaissances mécaniques beaucoup plus sophistiquées que les simples automates que l'on croyait exister à l'époque en Grèce antique ou à Rome. On voit qu'il y avait quand même des mécanismes beaucoup plus complexes. Et le mécanisme denticitaire est tellement extraordinaire que il a été, dans les années 60, quand on a commencé à populariser l'hypothèse des anciens astronautes, donc ces extraterrestres qui seraient venus sur Terre puis auraient aidé l'humanité à développer des technologies, l'objet denticitaire était l'un de ces objets qu'on soulignait souvent comme étant peut-être d'origine extraterrestre, mais non. Il a été fabriqué par les Grecs, il est grec du début à la fin, mais il faut simplement redonner à César ce qui est à César, qui quand même était un Romain. Oui, c'est ça, mais l'expression tient, on comprend. L'expression tient, donc redonnons aux Grecs ce qui était aux Grecs. Effectivement, l'objet denticitaire est un objet de confection grecque. Et non, on en a répété et reparlé lundi, ce ne sont pas les extraterrestres, on n'a pas de preuves encore qu'ils sont venus nous visiter, malheureusement. Non, en fait, puis c'est ça, le mécanisme denticitaire, c'est le plus vieux mécanisme à engrenage connu. Okay. Après ça, il faut faire un bond. Là, on a le mécanisme denticitaire. Et après ça, il faut faire un bond littéralement de 15 siècles pour tomber au Moyen-Âge en Europe lorsqu'on va voir apparaître les mécanismes d'horlogerie. OK, quand même, hein? Ouais, absolument. Et là, avant d'attaquer notre prochain sujet, veux-tu aller à la pause ou on en passe un autre et on va à la pause ensuite?
Écoute, c'est toi qui vois. Je pense qu'on peut faire, oui, une pause là et on filera le reste avec le temps qui nous restera. Il n'y a pas de problème. Christian, je vais faire un petit peu de magie aussi pour essayer de nous donner un petit peu plus de temps. C'est bon. Radio X-Files. Radio X. Ouellette, en direct. Hey, des histoires d'horreur de tramway, on n'a-tu pas fini? Non, Marchand est même pas là. L'autre, il est parti en vacances. Là, il marche à Namur dans des échasses avec un chapeau de clown. Sérieux? L'as-tu vu faire des échachis, là? Un peu plus que des bruits de pète. Ouellette, en direct. Lundi au vendredi, 11h30. Radio X. Présenté par Oricom Internet. Centre des données, solutions courriel, connexion Internet résidentielle ou affaires. Pensez aux spécialistes ici, à Québec, Oricom Internet. Visitez oricom.ca. Capsule. Radio X. Supporte ses partenaires. Du 2 au 4 juin, assistez aux Festi-conférences de la Bleuetière du Roi. Plusieurs artistes, entrepreneurs et athlètes champions du monde vous partageront la clé de leur succès. Aussi au menu, band live et animation pour toute la famille. Le Festi-conférence du 2 au 4 juin, billets au bleuetieresduroi.com. Le Charbon Steakhouse a une très bonne nouvelle à vous apprendre. Le retour de ses dîners du mercredi au vendredi. Amenez vos clients, collègues, amis à dîner dans l'ambiance unique de la Gare du Palais. Grand stationnement intérieur disponible. On réserve sur charbon.ca. Pièce auto économique est toujours de 30 à 35% moins cher qu'ailleurs. Jusqu'au 29 avril, obtenez 15% de rabais sur les disques de frein Genius, 25% sur les essuie-glaces Reigns Quantum et 15% sur les produits Silverwax dont nous sommes distributeurs. Pièce auto économique, 8 magasins et un site transactionnel pièceéconomique.com. Débutez votre saison de golf du bon pied en confiant à Alain Mador l'ajustement de vos bâtons. Véritable sommité dans le monde du golf depuis 35 ans, il vous attend chez Swing de Golf à Lévis le long de l'autoroute 20 Est. Réservation 88 838 0030. Salut. Ça va? Non, je sais plus quoi faire pour mon fils. Il est souvent irritable. Ah oui, mon amie avait le même problème. Elle m'a parlé d'un produit Adrien Gagnon, Humeur Ado. Ça a vraiment aidé son fils à retrouver une attitude positive. Votre ado a des sautes d'humeur? Essayez le nouveau Humeur Ado d'Adrien Gagnon avec Safran Afron breveté. Cliniquement prouvé, Humeur Ado aide à soutenir l'équilibre de l'humeur chez les 12 ans et plus. Convient aussi aux adultes. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi. Vous voulez vendre votre propriété rapidement dans la ville de Québec? Immeuble à revenus, maisons, même les bâtiments qui ont besoin d'amour. Notarié en 30 jours, pas d'agent. C'est tellement facile avec Immeuble CS. Immobilier en toute simplicité. ImmeubleCS.com. PAG de Sable refait vos frames de camion, boîtes de camion, structures d'acier et machinerie. Offrez-vous une remise à neuf. Le spécialiste du jet de sable, de la peinture électrostatique et industrielle, c'est PA Jet de Sable. Appelle Carl au 581-999-3590. pa-jetdesable.com. Pour bien manger le midi, ta nouvelle destination, c'est le District Gourmet à Sainte-Foy. Burgers, sushi, bol vietnamien, fruits de mer, grillades, salade gourmande. Tous au même endroit, à bon prix, dans une cour intérieure lumineuse. Le District Gourmet, route de l'église, dans le QG, stationnement gratuit. J'ai besoin d'un nouveau chez moi. Il me semble qu'un changement me ferait du bien. Je suis là pour vous et avec vous. Ma force, c'est d'aller chercher le meilleur prix pour vendre votre maison et trouver votre nouvel endroit de rêve. Comptez sur ma spécialiste en immobilier pour vendre et acheter. C'est Patricia et son équipe.com. Il y a du nouveau chez Serrupro. Votre serrurier de confiance à Lévis est maintenant déménagé à Place Lévis. Et toute la semaine chez Serrupro, venez profiter de notre super semaine d'inauguration avec des rabais pas possibles sur presque tout. Cette semaine, on a débarré les prix sur les serrures, poignées, coffres-forts, serrures électroniques, double des clés. Qu'on se le dise, la plus belle et la plus spacieuse serrurerie au Québec est maintenant à Place Lévis. Bienvenue chez Serrupro. Vous êtes tanné de courir après les feuilles de temps de vos employés? Vous voyez des erreurs coûteuses se glisser dans les feuilles de temps? Utilisez Mobile Punch pour sauver temps et argent. Dites adieu aux problèmes de feuilles de temps. Ta solution? MobilePunch.com. Pierre Couture. Monsieur Économie. Inflation. Les achats. Immobilier. Taux d'intérêt. Placement. Coût de la vie. Ça commence à crier. Suivez les chroniques de Pierre Couture à Radio X. Radio X. La chronique de Pierre Couture présentée par Noréa Foyer Napper à Sainte-Marie. En vue des rénovations, Napper liquide tous ses poêles et foyers démonstrateurs jusqu'à 50%. Seulement chez Noréa Foyer Napper de Sainte-Marie. Radio X-Files. Avec Christian Page et Camille. Radio X.
De retour dans Radio X-Files, un peu avant la pause, ces quelques minutes de pause publicitaire, on parlait des artefacts anachroniques et on a entamé cette discussion-là avec l'objet denticitaire. Où tu nous amènes pour la suite, mon cher Christian? Je vais essayer de me discipliner, là, comme le temps file, pour manque tout le temps de temps. Je vais essayer de me discipliner parce que si on met une demi-heure à chaque artefact, on n'arrivera pas à la fin. Fait que notre deuxième artefact est un artefact canadien. Ça nous amène dans les années 1930. En fait, on a un prospecteur minier qui s'appelle James Edward Dodd. On se trouve près de Thunder Bay et il fait de la prospection. Et là, je te raconte l'histoire que lui va raconter parce que l'objet en question, ici, on est vraiment dans un objet de controverse. Donc, Dodd dit, je faisais de la prospection minière. Il voit une pierre une veine de quartz qui laisse présager qu'il pourrait peut-être y avoir du minerai ou des trucs intéressants. Mais la veine de quartz glisse sous les racines d'un arbre. Alors, Dodd va mettre de la dynamite pour faire sauter l'arbre en question. Et là, il raconte qu'après que l'arbre a explosé, il s'est approché du cratère. Et là, malheureusement, la veine n'allait pas beaucoup plus loin. Et là, en creusant avec ses mains, il a trouvé des morceaux de métal rouillés. Et après 1 heure à fouiller la terre avec ses mains, il a pu sortir tous les morceaux de métal qui étaient là et il a pu les rassembler. Et il y avait apparemment ce qui semblait une vieille épée rouillée. Il y avait une tête de hache. Et il y avait comme une espèce de gros crochet. Évidemment, tous ces objets-là étaient excessivement rouillés. Et Dodd a donc jugé qu'ils n'avaient absolument aucune valeur. Il les a sacrés dans le trou, puis merci, bonsoir. Il a continué à faire de la prospection. Et il n'a pas reparlé ou repensé à cette histoire-là, si ce n'est 2 ans plus tard, alors qu'il parlait avec des amis. Ils en sont venus à parler de leurs aventures de prospection. Et lui, il dit, ben voilà, il y a 2 ans, près de Thunder Bay, j'ai fait sauter une souche, puis j'ai trouvé ces fameux artefacts. Et là, les gens semblent autour de lui montrer un certain intérêt pour ces objets. Il y en a même un qui propose de lui acheter. Alors, il hésite, mais bon, bref, il va retourner sur place, va retrouver la souche, les objets n'ont pas bougé, il va les récupérer, les ramener chez lui, et là, au cours des années qui vont suivre, il ne les vendra pas, mais il va les montrer à des amis. Il ne fait pas de démarche pour les vendre, hein. Il les a là, et quand ses amis viennent, ben, il les sort, il les montre, voilà. C'est comme une épée qui ressemble à une épée viking, et cette tête de hache et le crochet. Et puis, éventuellement, il va recevoir en 1936, donc on est 6 ans après la découverte, il va recevoir un appel du directeur du musée de Toronto qui a entendu parler de sa découverte et qui serait très intéressé de les voir. Donc Dodd décide de se rendre sur place, il amène les objets, il les étale dans le bureau du docteur. De mémoire, je crois que c'était Connolly qui était le directeur, Curley qui était le directeur, et donc il met les objets devant le Curley et lui voit ça puis il dit ben ça là c'est clairement une épée viking. C'est une tête de hache viking, un crochet viking. Et c'est également une épée viking. Ah. Alors là, on a un problème. Parce que il faut réécrire les livres d'histoire, parce que les Vikings, si on en croit ce que l'on sait, n'ont jamais pénétré à l'intérieur des terres. Il y a 1000 ans, ils sont venus, ils ont exploré les côtes nord de l'Amérique du Nord, sans savoir qu'ils étaient sur un autre continent. On sait qu'ils avaient des stations de pêche, notamment au Groenland. Ils se sont aventurés jusqu'à Terre-Neuve et ce qui est aujourd'hui le Grand Nord québécois, le Nunavut, tout ça. Donc ils ont été jusque-là. Ils ont établi un camp de pêche à L'Anse-aux-Meadows, qui est à Terre-Neuve. Oui, donc on peut toujours voir ce village à L'Anse-aux-Meadows. Mais jamais les Vikings ont pensé qu'ils étaient sur un autre continent. Pour eux, ce n'était que des îles, comme l'était le Groenland et d'autres îles qu'il y avait là. Les îles qu'on retrouve généralement là près du pôle Nord. Et les Vikings n'ont pas exploré au-delà si on parle par exemple l'est de l'Amérique du Nord, ils n'ont pas vraiment dépassé l'Anse-aux-Meadows. Donc le fait de retrouver une épée viking enterrée quelque part près de Thunder Bay, ben évidemment c'est donner un coup de pied dans la ruche, parce qu'en théorie c'est pas possible. Les Vikings n'ont pas été jusque-là. Et finalement, cette histoire-là va être très controversée parce que éventuellement, lui, Dodd, jure que ces objets-là, il les a trouvés lors d'une prospection. Là, d'autres gens vont sortir de l'ombre en disant c'est pas vrai. Dodd louait une maison quelque part près de Thunder Bay et éventuellement, il a trouvé ça dans le sous-sol de la maison. Puis c'est quelqu'un qui avait ramené ça de Scandinavie. On lui avait donné ces objets-là pour payer une espèce de dette et lui, comme il trouvait que ça avait pas de valeur, il a abandonné
ça dans un sous-sol, dans une vieille cave, et c'est là que Dodds les a trouvés. Beaucoup de nummérage, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, il n'a pas retrouvé ça comme il le disait en faisant de la prospection ou quoi qu'il en soit. Donc, ces objets-là ont été, parce que faut savoir que Dodds les a vendus au musée de Toronto. Ils ont été exposés pendant des décennies en vitrine comme étant des objets, une épée viking, des objets vikings, et ça faisait réagir les historiens, les archéologues, tu comprends, parce que si on considérait comme authentique le récit de Dodd, ça voulait donc dire que les Vikings s'étaient aventurés beaucoup plus profondément dans les terres qu'on le croyait. Et puis éventuellement, dans les années 50, on change évidemment de direction au musée de Toronto. Et on décide de retirer ces objets-là, trop controversés, d'autant plus que Dodd n'a aucune preuve pour démontrer, là, il est décédé à ce moment-là, mais comme il n'a jamais apporté la moindre preuve qu'il les avait trouvés là où il disait, ça reste nimbé d'un certain doute, donc on décide de les retirer de la vitrine, et ils vont demeurer dans les réserves du musée de Toronto, et depuis quelques années, ils ont retrouvé grâce, ils sont de nouveau en vitrine, donc on les a ressortis parce que les gens allaient, moi je les ai vus, j'ai même fait un reportage là-dessus, puis le directeur du musée me disait, les gens venaient au musée puis ils me disaient, où l'épée viking, où l'épée viking, donc il dit, on les a ressortis et ils sont en vitrine, mais on a changé la description, il n'y a aucun doute, on s'entend bien que les objets sont des objets qui ont plus de 1000 ans, ce sont des objets vikings. Ça, il n'y a aucun doute. Donc, c'est pas la nature de l'objet qui pose question, c'est la façon dont ils ont été découverts. C'est l'emplacement de l'objet. Voilà. Ont-ils été trouvés, comme le disait Dodd, lors d'une campagne de prospection en faisant sauter la souche d'un arbre, quelque part près de Thunder Bay, ou ont-ils été amenés de Scandinavie, dans les pays scandinaves, ramenés ici en Amérique, et que Dodd a inventé une fable pour faire croire qu'il les avait lui-même trouvés. On ne le sait pas, ça reste très douteux, mais il faut savoir que si vous allez au musée de Toronto et que vous voyez ces objets-là, ces artefacts, qui sont authentiques, je le répète, ce sont des artefacts authentiques. On a quand même mis dans la description, on dit objet viking datant aux alentours de l'an 1000, de provenance incertaine. Donc on ajoute de provenance incertaine, il reste un doute. Mais les objets, eux, sont authentiques. Mais s'ils ont été trouvés là où Dodd dit les avoir trouvés, dans les conditions qu'il dit les avoir trouvés, on est clairement ici en présence d'objets qui sont en dehors de leur temps et en dehors du lieu. Parce qu'en théorie, il y a 1000 ans, les Vikings n'étaient pas en Amérique du Nord et surtout pas dans la région de Thunder Bay, qui est loin d'un champ de navigation qui aurait pu être exploitable, comme le Saint-Laurent, par exemple. Donc, on est ici en présence d'un de ces objets hors temps. D'accord. Mon prochain, numéro 3. Numéro 3, on parle de colonne, on dirait un temple. Ouais, et on voit un astronaute. Ce que tu vois, en fait, c'est si tu visites la ville de Castille, en Espagne, tu ne peux pas passer, dans la région de Castille, tu peux pas passer aux côtés de Salamarque, et il y a la cathédrale de Salamarque, et ce que l'on voit, c'est une sculpture qui fait partie du fronton de la cathédrale. La cathédrale a été construite entre 1513 et 1533. Donc, ça a été une construction comme les grandes cathédrales d'Europe qui ont perduré pendant 200 ans. Évidemment, tout le tour ce qu'on appelle le tambour des portes, des grandes portes gothiques qui permet d'entrer à l'intérieur de l'église, et sur les façades, évidemment, il y a énormément de décorations de sculptures. Ce sont généralement des figures pieuses. On va retrouver les saints, on va retrouver les apôtres, on va retrouver Jésus et toutes sortes de représentation de passage de l'Évangile, et voilà que dans une des colonnes, on a ce personnage qui est clairement un astronaute, comme on le voit, là, avec tout le harnachement, le casque, les bottines, les câbles, ce qu'on appelle les cordons médicaux qui les relient à leur vaisseau. Donc ici, il n'y a aucun doute qu'on est bel et bien en présence d'un astronaute. Alors tu comprends, pour les tenants de l'hypothèse des anciens astronautes, c'est la question qu'on se pose. Comment peut-on retrouver sur une cathédrale construite au Moyen-Âge une sculpture au milieu de sculptures religieuses, une sculpture d'un homme avec le harnachement d'un astronaute? Au Moyen-Âge, ça n'existait pas. Ici, c'est faire un peu un raccourci, parce que cette sculpture-là, c'est une sculpture moderne. Il faut savoir que la cathédrale a été rénovée, restaurée à plusieurs moments, et
les sculpteurs qui ont refait toute la partie du fronton, certaines colonnes, ils sont allés de quelques interprétations artistiques, donc au milieu de certains... Et c'était à la demande d'ailleurs de la cathédrale, hein. On a dit, on va reproduire des visages saints, tout ça, mais ce serait bien de mettre dans des représentations qui ont marqué l'histoire, l'évolution de l'histoire humaine. Et évidemment, la conquête de l'espace a été un moment charnière dans l'histoire humaine, donc les sculpteurs ont ajouté un astronaute dans les sculptures en faisant une restauration de la cathédrale. Je suis quand même surprise parce que pour moi, à mes yeux, maintenant que tu m'expliques ça, c'est quasiment au même titre plutôt que faire un graffiti sur un immeuble patrimonial. Là. Oui, c'est peut-être aussi un peu ce qui surprend. Hein? On se dit, c'est quand même surprenant parce que on se serait attendu à une espèce de grande rigueur. Tu sais, il faut que le fronton soit exactement comme il était avant. On a des plans, mais non, ici on est allé avec une certaine liberté sur les sculptures, donc on retrouve cet astronaute. Et j'ai vu aussi sur d'autres cathédrales en Europe, par exemple, on a refait des sculptures. On peut voir sur je me rappelle plus de quelle église, une tête de Darth Vader. Personnage sombre de Star Wars qui est sur le fronton d'une église également qu'on a refait. Donc, il y a des curiosités comme ça que, visiblement, les artistes se sont amusés à faire avec l'aval des autorités religieuses pour X ou Y raison. Et le cas de l'astronaute de la grande cathédrale de Salamanque, c'est une construction, c'est une sculpture moderne sur une église médiévale. Dossier réglé. Dossier réglé. Donc, si vous voyez cet astronaute-là, pour essayer de vous faire avaler que c'est un astronaute de l'Antiquité, c'est pas ça. Le quatrième, notre numéro 4, c'est la pile de Bagdad. Là, ici, on est vraiment dans un objet qui nous fait creuser la tête. Okay. Cet objet-là, il a été trouvé à la fin du 19e siècle lors de travaux archéologiques dans l'ancienne ville de Bagdad. On est en Irak à ce moment-là. Et l'objet est tellement étrange. C'est un petit vase en argile. Il y a une espèce de chambre interne, et dans la chambre interne, on peut glisser. L'objet avait plusieurs morceaux qui s'emboîtaient les uns dans les autres. Donc, on a le vase lui-même. C'est pas très gros, hein. C'est on peut imaginer la grosseur d'une bouteille de Pepsi, là, hein, une petite bouteille. Donc, le vase est en argile. Il a une chambre vide à l'intérieur, et ensuite, il y a comme un bouchon qui semble fait dans une matière qui ressemble un peu à du goudron. Et si on enlève ce bouchon de goudron, il y a comme une sous-chambre, si on peut dire, qu'on peut remplir avec un rouleau de cuivre. Et il y a un clou, une tige de métal qui ressemble à un clou qu'on place au centre. On ne sait pas ce que c'est. On a trouvé ça. Et l'objet est unique. On se dit, tabarnouche, qu'est-ce que c'est ça? Et là aussi, un peu, l'histoire ressemble un peu à notre objet d'anticitaire. Il va être placé dans les caves du musée de Bagdad. Et à l'époque, on va lui mettre une étiquette, c'est objet de culte. On ne sait pas ce que c'est, mais on lui met l'étiquette objet de culte. Et c'est là, donc, dans les années 30, que un des nouveaux curateurs du musée, Dr. Koenig, va retrouver cet objet-là. Il va commencer à se poser des questions. Et quand on regarde la structure de l'objet, on va découvrir qu'il y a également eu des produits acidulés, probablement du vinaigre à l'intérieur. Or, quand on regarde la structure de l'objet, ce vase d'argile, cette chambre qui est faite avec une sorte de tube en cuivre, le clou à l'intérieur et l'aspect de goudron qui scelle le tout, qui agit un peu comme un isolateur, ça ressemble étrangement à une pile électrique. Et en fait, ça ressemble tellement à une pile électrique qu'on a fait des tests, et si on met un produit acidulé à l'intérieur, comme du vinaigre ou un jus de raisin, on va obtenir une charge électrique, on va produire du courant électrique de l'ordre de 0,3 volts. Donc, si t'en mets plusieurs ensemble, puis tu les relies avec des fils, tu vas obtenir un véritable circuit électrique. Or, tu te dis, mais là, comment imaginer que dans l'Antiquité, parce que les objets, comme c'est des matériaux minéraux, hein, on a du métal et de l'argile, c'est difficile de dater leur âge, mais on croit par leur fabrication qu'ils doivent dater aux alentours entre l'an 200 et l'an 600 avant Jésus-Christ. Wow. Et on se pose la question, si c'était vraiment une pile électrique,
à quoi ça devait servir. Et on n'en a trouvé qu'un seul. On n'a jamais trouvé une deuxième. On les appelle les piles de Bagdad, là, mais dans le fond, on devrait plutôt dire la pile de Bagdad, elle est unique. Et on se demandait à quoi ça devait servir. Au début, on a pensé que les anciens, parce qu'on s'était au départ, on parle début du 20e siècle, les archéologues se posaient une question. Il y avait des objets en métal, assez vil, comme on avait une sculpture, par exemple, d'un taureau en plomb, mais il était recouvert d'une fine couche d'or. Et on se posait la question au début du 20e siècle, comment les anciens avaient pu recouvrir ces objets de cette mince couche d'or. Et là, on a fait des tests, et effectivement, en faisant passer un courant électrique, on appelle ça un dépôt galvanique, là. Si on faisait passer un courant électrique, on place l'objet en métal, on le place dans une solution qui contient de la poudre d'or, des particules d'or. Okay. On fait passer un courant dans l'objet de métal qui va attirer la poudre d'or qui va aller se plaquer sur l'objet de métal. Donc, on produit un plaquage doré sur des objets de métal. Fait qu'on s'est dit, c'est peut-être à ça que ça servait. Peut-être qu'on utilisait ce courant électrique pour faire un plaquage galvanique sur des objets. Mais les recherches archéologiques menées dans les années 20, 30, 40 ont démontré que dans cette région-là du monde, ce qu'on appelait l'ancienne terre de Sumer, là, la Babylone et tout le reste, on avait développé des techniques pour déposer de l'or dans des solutions qu'on déposait ensuite sur des objets sans avoir besoin de faire appel à l'électricité comme ça. Donc, c'était probablement pas à ça que ça servait. En fait, de toi à moi, on ne le sait toujours pas à quoi ça servait. Il y a toutes sortes d'hypothèses. Ça va de la pile électrique. Il faut quand même savoir que la pile électrique a été inventée au 19e siècle. Donc là, on est pratiquement 2000 ans avant l'invention de la pile électrique. Donc, c'est vrai que ça ressemble à une pile électrique. C'est vrai qu'on est capable de produire du courant électrique si on remplit le vase d'un produit acidulé. Mais on n'est pas certain que c'est à ça que ça servait. Il y a une autre hypothèse en disant c'est peut-être un objet qui servait à transporter des minéraux, qui peut-être servait à transporter des parchemins. On a plusieurs hypothèses et le fait que ça ressemble à une batterie, c'est peut-être simplement le hasard. Ils ont façonné ce truc-là de cette manière-là, une chambre interne, un cylindre en cuivre, le clou au centre. Peut-être que ça avait d'autres utilités, mais c'est vrai que ça ressemble à une batterie. Et malheureusement, on pourra jamais le savoir. C'est ça. En 2006, lors de l'occupation des armées, après quand les Américains ont quitté après le renversement du gouvernement de Saddam Hussein, lorsque les militaires américains se sont retirés, il y a eu un saccage des musées. Et malheureusement, la pile de Bagdad a disparu. Je pensais pas que tu t'en allais là. My God, ouais. Ouais, donc on a brisé le grand musée de Bagdad et la pile de Bagdad a disparu. Donc un objet unique, c'est tellement triste, objet unique dans l'histoire, on n'en a jamais trouvé une deuxième et il est disparu. Donc il ne reste aujourd'hui que des photos de la pile de Bagdad et énormément de questionnements et de spéculation sur la nature de l'objet et à quoi il pouvait bien servir. Je comprends que tous les composés à l'intérieur laissent sous-entendre la théorie justement de la conductibilité de la batterie et tout. Absolument. Mais de par sa forme, Christian, je ne fais que voir une urne, moi. Oui, c'est ça. Donc, rien d'autre. C'est triste, là, mais... c'est ça. Donc, le fait que ce soit conçu de cette manière-là nous rappelle la pile, mais peut-être que ça avait une autre utilité, puis on cherche peut-être trop loin avec l'idée du courant électrique et tout ça. Mais c'est vrai que ça fait penser à ça. On aime penser qu'il y a des inventions comme ça qui se sont faites par accident beaucoup. Comme la découverte du feu, c'est un peu anecdotique. C'est exactement ça. On va avoir le temps pour un petit dernier, mon cher Christian. On va y aller avec le numéro 5 ou 6? On va y aller avec le numéro 5 qu'on appelle les pierres d'Ica. Alors ça, c'est un peu une histoire assez étonnante. On est quelque part dans les années 60. Évidemment, on est au Pérou et il y a beaucoup de trafic d'œuvres d'art qui se font. Les gens vont, ils payent des tombes, puis on revend ça un peu sur le marché noir. Et là, voilà qu'en 1966, il y a un docteur dans la ville d'Ica, qui s'appelle le docteur Cabrera. Il se fait offrir, c'est un médecin, on s'entend bien, mais c'est un passionné aussi d'archéologie. Et pour son anniversaire, son 42e anniversaire, ses amis lui offrent une pierre
qui représente une scène. Et on la voit, là, c'est une scène qui ressemble un peu à une sculpture, comme on en voit sur des sculptures Inca ou des sculptures Nazca, hein, la population Nazca. Donc, on lui offre ça, puis bon, ça semble beau. Mais lui, ce qu'il frappe, c'est que la pierre qu'on lui offre, elle a, sur les dessus, elle a un poisson, mais un poisson qui n'existe plus, hein, un poisson que, quand on fouille dans des ouvrages de paléontologie, on découvre que c'est un poisson qui a disparu il y a 3-4 millions d'années. Alors, évidemment, il se pose la question, mais comment des gens, des Incas ou des anciens Incas ou des anciens Nazca ont-ils pu sculpter sur une pierre une scène d'un poisson, hein, d'une morphologie d'un poisson qui n'existe plus depuis des millions d'années? C'est comme invraisemblable. Alors, comme le temps file, il va se livrer à une chasse et il va trouver plusieurs personnes qui ont de ces pierres-là chez eux. Et ces pierres-là, certaines, la première qu'il a eue entre les mains était un poisson, mais il va en trouver d'autres sur lesquelles il y a des dinosaures, des scènes avec des humains et des dinosaures. Donc là, c'est dans l'invraisemblable, là. Et c'est pas possible que les dinosaures aient côtoyé les humains et les gens de Nazca ou les gens du Pérou, les Incas, n'ont pas pu imaginer des dinosaures. Et éventuellement, il y aura des gens qui vont confesser avoir fabriqué les pierres d'Ica. Hein, dire, il y a des artistes autour qui se sont amusés à sculpter ces pierres-là et ont essayé de les vendre à des touristes. Donc, ces pierres-là, contrairement aujourd'hui, il est acquis que ce sont des fausses. Il y en a, c'est des milliers de pierres comme ça que le docteur Cabrera a réussi à récupérer. Ce sont des pierres qui ont été fabriquées par des artisans locaux qui montrent des scènes fantastiques, des humains avec des animaux préhistoriques, tout ça. Et les tenants de l'hypothèse extraterrestre vont souvent exhiber ces pierres-là en disant, ben voilà, c'est la preuve que des humains ont côtoyé des dinosaures, et ou si ce savoir-là, il est connu, c'est parce qu'il y a eu des voyageurs du temps ou des extraterrestres. Donc, on imagine des scénarios fantastiques pour essayer de justifier une hypothèse un peu exotique. Mais dans les faits, toutes les pierres d'Ica, ce sont des pierres qui ont été fabriquées dans la première moitié, puis même encore aujourd'hui, j'imagine qu'il y a encore des artisans qui en font, mais toutes les pierres qui ont été récupérées par le docteur Cabrera, ce sont toutes des pierres qui ont été fabriquées entre 1930 et 1970 à peu près, et c'était fait par des artisans locaux. Ça montrait des scènes fantastiques, mais ce ne sont pas des pierres authentiques d'origine, soit de Nazca ou soit des Incas. Donc ici, on est clairement en présence d'une fraude, une attrape-nigo, et qui malheureusement est récupérée par les tenants de l'hypothèse des anciens astronautes ou des anciennes civilisations pour nous faire croire à un passé fantastique, alors qu'il s'agit clairement d'une fraude. Ah, c'est décevant de voir justement qu'il y a autant de fraudes qui circulent pour se donner un intérêt dans ce milieu-là. Là. Écoute, on pourrait, là, dans les projets de livres que j'ai en tête, là, j'ai 2 amis à moi qui sont des archéologues, qu'on a déjà reçu d'ailleurs à l'émission là, pour parler justement de fraude archéologique. Et dans mes projets de livres, j'aimerais bien écrire un livre. Tu sais, on parle souvent des extraterrestres là, et dans l'Antiquité, l'ouvrage le plus célèbre, c'est un livre écrit par Eric von Däniken qui s'intitule Présence des extraterrestres. Moi, j'ai comme projet, avec 2 archéologues, d'écrire un livre qui va s'appeler Absence des extraterrestres, et où je vais prendre chacun des arguments qui sont proposés par les gens qui nous servent, nos ancêtres, les extraterrestres, et je vais expliquer quelle est la position véritable des archéologues par rapport à ces fraudes archéologiques, parce que présenter ces objets-là de la manière dont on le fait, c'est clairement de la fraude archéologique, et c'est un de mes projets, ça, de faire ça, éventuellement un bouquin là-dessus. Puis peut-être qu'éventuellement, on se fera peut-être 1 ou 2 émissions justement pour dénoncer ces fraudes archéologiques qui sont quand même très nombreuses, et parce que les gens aiment croire à une espèce de passé fantastique, puis ils ont l'impression que la civilisation des Mayas ou la civilisation de l'Égypte antique, c'est pas assez exotique, donc il faut rajouter une petite poudre de perlimpinpin là-dessus pour rendre ça plus attrayant. Ça vient conforter les croyances, ça vient de confirmer un narratif aussi de ce qu'on entend, les candidatons et compagnie. Christian, ben merci, puis ça fait de toi un homme qui est très occupé, autant avec les Radio X-Files, t'as un livre présentement en écriture et d'autres sur la planche. Oui,
absolument. Donc, c'est incroyable. Plein d'autres projets. Hein? Ben, il faut en profiter pendant qu'on est vivant. Effectivement. Ben, merci à toi pour ce soir. J'ai adoré le sujet. Ça a fait extrêmement réagir sur le texto aussi, de même que notre page Facebook. Alors, merci d'avoir été là. Demain, c'est déjà la dernière de la semaine. Puis demain, ce que je vais faire un spécial, ça va être crimes sordides non résolus au Québec. Oh, j'adore. On va être chez nous. Ouais, c'est ça. Donc, je te parle de quelques crimes un peu bizarres, avec peut-être aussi des petites dissimulations de nos services de police pour pas ameuter les populations. Tu vas voir ça. Je t'en reparle demain. Et que Claude Poirier en aurait long à dire là-dessus. 10-4. Ben, j'ai très hâte. À demain. Bye. Radio X-Files. Radio X. Le retour de Radio X. Un troisième pont, hein, c'est ça? Ça serait génial. On passera l'histoire. Les gens viendraient à Québec pour voir 3 ponts côte à côte. Ouais, c'est ça. Imaginez la photo de... Chérie, quel pont qu'on prend? Mais Rive-Sud, Rive-Nord, Rive-Sud, Rive-Nord, 3 fois. Ah oui. Comme un manège. Le retour de Radio X. Lundi au vendredi, 14h30. Radio X. Présenté par Honda de Giro. Facile et flexible. Pour un Honda neuf et d'occasion, c'est Honda de Giro. Obtenez un plus gros montant pour votre véhicule d'échange avec Honda de Giro de Montmagny. Ouvert le samedi. HondaDeGiro.com. Choisir Mazda, ce n'est pas juste faire l'un des meilleurs choix en matière de sécurité, de confort et de qualité de finition. C'est aussi faire l'un des meilleurs choix en matière de meilleurs choix. Oui, cette année encore, les Mazda 3, CX-30 et Mazda CX-5 ont tous été nommés meilleurs choix de leur catégorie selon Protégez-vous. Que vous cherchiez fiabilité, style ou plaisir de conduire, venez tomber sous le charme du meilleur choix chez votre concessionnaire Mazda. C'est Protégez-vous qui le dit. Ici Patrick Huard. Je faisais tranquillement la route Montréal-Gaspé quand quelqu'un m'a dépassé en malade sur l'autoroute. Fait que j'aimerais prendre 30 secondes pour dire un petit mot à Kevin007. Pas mal moins le fun des plaques personnalisées, hein Kevin? Moi, j'économise grâce à l'appli Intact Assurance qui récompense les bonnes habitudes de conduite. Alors que toi, si tu continues à conduire de même... Mais bon, l'appli t'offre aussi l'assistance collision. Dis ça de même, juste au cas. Puis pour les autres, qu'est-ce que vous attendez pour télécharger l'appli ou en parler à votre représentant d'assurance? Des conditions s'appliquent. Salut Pierre, prêt pour le match? Wow, c'est quoi ça? Ça, Marc, c'est ma barbe des séries. Mais t'es pas un joueur? Non, mais je suis un conducteur. C'est l'événement Hyundai en série. De nouveaux véhicules arrivent chaque jour. Des recrues de choix avec plein d'équipements de sécurité, de connectivité, de confort et une garantie limitée de 5 ans. Tu devrais en profiter. D'accord, mais tu vas faire une petite chose pour moi avant. Ben bien sûr, quoi donc? Oh, ma parole, non, pas le rasoir. Commandez votre nouvelle Hyundai dès aujourd'hui. Des conditions s'appliquent. La disponibilité des véhicules varie selon le modèle. Pour vos pièces automobiles, votre premier choix, c'est Nordic. Besoin d'une pièce moins chère, équivalente ou supérieure à celle d'origine? Chez Nordic, trouvez-la au meilleur prix. Nous avons les plus grandes marques en inventaire. Les meilleurs freins, c'est Rebestos. Ils régleront tous vos problèmes. Pour la suspension, pensez à Mevotech. Première qualité et garantie à vie. Peu importe la pièce que vous cherchez, chez Nordic, vous la trouverez au plus bas prix. Jusqu'à 30% moins cher que la compétition. Nordic, sur la 1er avenue et au 9111 Henri Bourassa Charlebourg. Magasinez aussi au nordic.com. Livraison partout au Québec. Mettez ça en plein la vue avec Distribution Époxy Déco, peinture et époxy 100% québécois. Projet de réno résidentiel, commercial ou nouvelle déco, on a ce qu'il vous faut. Direction Distribution Époxy Déco, 9450 Henri Bourassa, coin Jean Talon. Distributiondépoxydéco.com. T'as besoin de te remettre en forme? Viens, nous on va l'accélérer ton souffle. Efficace, professionnel et discret, on libère les tensions de toutes sortes. Pour un massage qui sort de l'ordinaire, Gentleman Paradise. Séduction, aventure, détente, gentlemanparadise.com. Le centre SMG Syrie Mobile Gilbert, expert en outillage pour entretien extérieur, célèbre ses 25 ans. Ce week-end, joignez-vous à eux pour leur grande journée porte ouverte. Plusieurs rabais et promos sur place. Et ce sont les jours Husqvarna. Découvrez toute la gamme de produits Husqvarna en promotion, comme les scies à chaîne, les tondeuses robots Automower et les tracteurs à pelouse. Husqvarna, un choix professionnel. Les portes ouvertes du centre SMG, c'est ce week-end au 6325 Boulevard Amel à l'Ancienne-Lorette ou sur centresmg.ca. Les viandes Pépé à Allée, c'est plus que votre référence barbecue et fumoir. C'est une vraie passion. Découvrez nos découpes de viande, volailles, poissons et fruits de mer, en plus de nos importations privées de qualité au meilleur prix. Votre ingrédient secret depuis 50 ans, c'est les viandes Pépé à Allée. Viandeallée.com. Vous souhaitez déremiser votre moto, votre décapotable ou encore votre véhicule récréatif? Simplifiez-vous la vie. Le chemin le plus court, c'est SACLIC.
notre nouveau portail de services en ligne. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Chez Équipement Val-Bélair, la location, c'est notre vocation. Besoin d'outils de qualité supérieure pour réaliser vos projets? Excavatrices, compacteurs, échafaudage, aérateurs, plaques vibrantes, scie à béton, on a tout ce qu'il vous faut. Découvrez aussi notre vaste inventaire d'outils en vente, incluant nos coupes-bordures, scie mécaniques, tondeuses et plus. Pour la location, l'achat ou même la réparation de vos outils, c'est Équipement Val-Bélair, la référence à Québec. 1643 Avenue des Affaires, Val-Bélair. équipement-valbélair.com. Bonjour, c'est Marc-Antoine du restaurant La Scala. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir une des meilleures tables italiennes à Québec. Venez écouter notre piano live à tous les soirs. Réservez votre place au restaurant La Scala au 418-525-4545. Valais sur place. Du 2 au 4 juin, assistez aux Festi-conférences à la Bleuetière du Roi. Plusieurs artistes, entrepreneurs et athlètes champions du monde vous partageront la clé de leur succès. Aussi au menu, band live et animation pour toute la famille. Le Festi-conférence du 2 au 4 juin, billets au bleuetièreduroi.com. Maison Adam. Vivez pleinement vos concerts et films préférés dans le confort de votre foyer grâce à Maison Adam. Dès vendredi, économisez jusqu'à 800 $ sur la série de haut-parleurs Reference Premiere 2 de Klipsch, offrant un son immersif et puissant pour faire un choix éclairé et adapté à vos besoins. Contactez les experts de Maison Adam au 88-628-9000 ou consultez les choix de José sur maisonadam.ca. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie. Choix. 98. 1. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Le Spacecast présenté par Summum Imperméabilisation, une filiale de Summum Construction. Imperméabilisez votre toit plat ou métallique avec une membrane de silicone à 100% pour 50% moins cher que refaire votre toiture. SummumConstruction.com. Tout problème dans ta vie recevra la solution. Ce soir. Oui, papa. Un très beau violonneux. Working with simulator. Le Spacecast. Preserve, protect and defend. Devant les anges et devant les hommes. Avec JF, Rich Blais et Camille. Et le principe, c'est d'essayer de ressentir une boule d'énergie entre nos mains. Je pense pas, mais on est prêt à le faire si c'est nécessaire. Je me donne mon violonneux. À Mama Oulé, les amis. Ah, Mama Oulé à vous. La nuit est tombée sur Québec et voici votre Spacecast. Ça corrige pas tout, mais était très bienvenu. Ça coûterait quoi pour vous de vous excuser, de reconnaître ce tort-là? Je pense que si la situation n'avait pas changé, puis qu'il y avait eu de la mauvaise foi, ou comme j'entendais certaines personnes dire il y a un complot, on le savait avant l'élection, je pourrais dire, bon, effectivement, on a changé d'idée, mais je pense que quand il y a une nouvelle situation, quand il y a des nouvelles données, c'est mon devoir de m'ajuster. Ça fait partie de mes responsabilités, donc j'ai pas à m'excuser de prendre mes responsabilités. Détestable personnage que vous venez d'entendre. Votre premier ministre, mesdames, messieurs. C'est vrai que ça ressemble à Despicable Me. Oui. Avec les mignons pis tout, là. Ouais. Regardez c'est même profil. Ouais, avec les mêmes sourcils toute la patente. Non, garde sérieux, là. Et moi, je pense que c'est une synergologue qu'on dit, l'analyse des mouvements puis des traits faciaux puis tout ça. Oui, les expressions, les tics et les... Ouais, effectivement. Quand il dit qu'il n'y a pas à s'excuser, là, puis qu'il n'y a pas de mauvaises intentions, puis ci, puis ça, là. Il se gratte le nez. Tu vois qu'il y a un mouvement, il regarde d'ailleurs, il y a un mouvement avec son visage. Il l'assume pas. D'un gars qui est habitué de compter des pipes, là, oui, mais je pense que le naturel revient au galop, puis l'humain est humain, puis je pense que ça paraît. Ça paraît. Ouais. Ouais, ça paraît.
Déjà pour entendre, tu sais, on en fait entendre en masse ici des cotes là, de politique. Quand ça commence avec, bon là, s'il y avait eu vraiment un complot, puis réécoutez le début de sa phrase là. Surtout que ça, là, moi je suis convaincu que ce bout-là, excuse-moi de te couper, là, mais je trouve ça important. Je suis convaincu que ce bout-là, c'est un faiseux dans son entourage qui a glissé ça dans son discours puis dans son processus de réflexion pour discréditer quiconque qui essaierait de leur en mettre d'en face leur mauvaise volonté. Oui, carrément leur contradiction. Ouais. Comme on regarde un autre timbré que c'est complot, là. Oui. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est une part d'aveu. Ah bon, on aurait pu, ben oui, s'excuser. Fait que c'est comme à moitié excusé. Ben la moitié. Dans la game politique, en tout cas, c'est une hypothèse que je lance, je peux être dans le champ avec ça, mais quand on voit qu'ils sont en partie comme, ben c'est vrai que ce scénario-là, il aurait pu exister, il est sur la table, il est là, tu sais, ben oui, on aurait pu dire, effectivement, ça aurait pu être une mauvaise foi, on aurait pu le savoir avant l'élection, mais